Bonjour Valérie Bécassis, je suis très Bonjour. contente de te recevoir ici sur le plateau d'Acadème pour la sortie de ton livre Place des otages aux éditions du Cerf. Bon, l'usage est de se vous voyez, mais comme on se connaît depuis très longtemps, on va se tutoyer. Et pardon pour les usages. Tu es journaliste depuis très longtemps, tu as été à RTL1, RTL2, Europe 1, Europe 2, tu as été très longtemps ma consoeur à elle, d'où le tutoiement. Et tu es partie en Israël il y a 11 ans. Ouais. Et tu as créé sur I24, où tu as travaillé pendant une dizaine d'années, tu as créé, et dirigé et présenté une émission, un magazine qui s'appelle Culture, un rendez-vous hebdomadaire formidable, où tu nous donnais à voir un Israël un peu différent, un Israël culturel, un Israël qu'on n'avait pas l'habitude de voir et de regarder et de connaître en tout cas. Et c'est devenu très vite une émission iconique, en tout cas pour tous ceux, et ils étaient nombreux, qui te regardaient. Merci. Et puis est arrivé le 7 octobre. Et le 7 octobre, tu as abandonné la culture pour sillonner le pays, mais cette fois comme reporter. Et là, de cette année très compliquée, très difficile, où tu es allé à la rencontre des Israéliens en deuil, en guerre, dans un pays meurtri, dans un pays à vivre, qui l'est toujours d'ailleurs, tu as tiré un livre de cette année incroyable qui s'appelle donc Place des otages, qui est un livre pour moi formidable, Merci. assez indispensable. C'est à la fois un essai, un document, un reportage, c'est très bien écrit. Et tu racontes à la fois cette année-là, cette année qui commence le 7 octobre, et puis aussi c'est entremêlé de toutes tes expériences que tu as vues, observées, compris, pas compris pendant 11 ans, dans un pays qui était à la fois le tien et pas le tien, où tu étais un peu entre deux chaises, deux maisons. Ma première question, c'est évidemment tout de suite le vif du sujet. Par quoi commence ce livre? C'est-à-dire le 7 octobre, ton 7 octobre, où tu te réveilles à 6h30 comme tous les Israéliens au son des sirènes, des alertes, avec ta petite fille Ava qui a 9 ans. Alors, c'est pas que j'ai abandonné la culture, c'est pour répondre à ta question. C'est-à-dire qu'à 6h30 du matin, tout a été abandonné. Tous nos repères ont sauté. Donc, la culture, ce que je faisais a sauté, comme la plupart de tout ce que les gens faisaient. À 6h du matin, comme tous les Shabbats, j'étais avec ma petite fille. Et on a été réveillés à 6h30 par une sirène horrible, mais qu'on n'avait pas entendue depuis les dernières en mai d'avant. Et on s'est réveillés mécaniquement. On ne s'est pas parlé, vraiment, c'est ce que j'écris dans le livre, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas dit un mot. Toutes les deux, on était une espèce de pénombre comme ça, et là, on s'est levés, on est sortis, évidemment on n'a pas fermé la porte, et on s'est retrouvés au premier étage. Et on a 1 minute 30 pour ça, et à partir de ce moment-là, ça a été une espèce de continuum d'alerte, d'épouvantables nouvelles, de chaos, d'enterrement, de larmes, de douleurs. Voilà. Et ça n'a pas cessé, et ça ne cesse toujours pas. Donc, j'ai le souvenir de cette sirène à 6h30 du matin. On était toutes les deux seules au premier étage. Moi, j'habite dans un quartier, habite à Florentine. D'un côté, il y a Neve Tzedek, qui est très bourgeois, très beau. Et Florentine, c'est encore arty. Et donc, c'est un immeuble un peu vacillant. Et donc, on était au premier étage et on était toutes les deux. À la deuxième alerte, parce que, comme tu sais, il y en a eu plein, il commençait à y avoir les autres voisins qui se réveillaient. Et c'est ce que je raconte. Je raconte cette première journée. C'est ça où tu dis que tu es, j'adore la métaphore, que tu es comme si tu étais noyé dans une piscine de houmous, comme cette espèce d'état complètement comateux et vaseux, dont tout de suite assez vite finalement tu vas t'extraire, tu passes ton temps à te demander si tu vas rester dans ce pays, si tu vas pas rester dans ce pays, ce qui est à mon avis une question que tu t'es posée pendant 11 ans, et puis il y a une espèce d'épiphanie quand tu vas faire un premier reportage, ou un deuxième, ou un dixième, j'en sais rien, à l'aéroport Ben Gourion, où tu vas aller voir les gens qui partent dans la panique, et tout d'un coup, tu comprends quelque chose. Alors, il y a eu un état de sidération. Moi, mon houmous, c'est lié surtout au fait que je ne parle pas couramment hébreu, et que le 7 octobre, ma préoccupation première, c'était de protéger ma petite fille. Elle a 9 ans, j'étais avec elle. Je raconte dans le livre après, quand sa mère arrive, sa mère qui lit couramment l'hébreu, ma fille qui lit couramment l'hébreu, etc. Donc, tout ça, elle était informée, mais elle me disait des choses, je lui faisais les gros yeux, je ne voulais pas qu'on en parle, parce que je ne voulais pas terroriser la petite.
ensuite, quand j'ai commencé à faire des reportages, quand l'information, c'était une nécessité de partir sur le terrain, effectivement, je me suis retrouvée à l'aéroport. L'aéroport, les exodes, c'est des lieux terribles. J'ai quitté Oran quand j'étais petite, j'imagine que ça devait être terrible quand tu lis tous les livres sur les exodes. L'histoire, la littérature nous parle d'exodes d'Europe de l'Est, des populations juives, des terres arabes. Enfin, on connaît les exodes. Là, je l'ai vu. J'ai vu ce chaos à l'aéroport, au départ, des gens un peu honteux, des ambassades débordées, il y avait des centaines de Philippins, de Thaïlandais qui étaient assis, des religieux qui essayaient de rejoindre New York, et on voyait comme ça les départs annulés, annulés, annulés. C'était un chaos total. Et en même temps, j'ai entendu des chants. Je me dis, c'est pas possible, on est au 3e jour. On commençait à voir, même malgré mon houmous, quand je dis une piscine de houmous, c'est que je nage dans quelque chose qui est à la fois flou, qui me permet de tenir dans ce pays et d'éviter vraiment toutes les nuances, toutes les voilà, c'est ce qui gêne quand on suit l'actu. Tu vois, là, je suis un peu protégée par cette piscine de houmous dans laquelle je nage. Et donc, j'entends des cris, des chants, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, j'écoute et je vais aux arrivées. Donc je quitte les départs avec des Français qui partent un peu honteux, parce que c'est honteux aussi de partir. Je connais des gens très valeureux, très honorables qui sont partis, mais parce que voilà, c'est leur histoire. Et aux arrivées, et là j'ai vu un truc qui m'a mis les larmes aux yeux, mais c'était terrible parce que j'ai vu des gosses qui allaient mourir en fait, parce qu'on rit, on chante, il y a des cadeaux, c'était des cohortes Les de futurs gamines, soldats, c'est ça? des jeunes qui ont reçu le Tsav 9, c'est-à-dire rentrent dans le pays tout de suite. Ils étaient aux Philippines, en Thaïlande, au Sri Lanka, ils étaient un peu partout dans le monde. Tu vois, ces jeunes qui, voilà, tous les réservistes qu'on rappelle, et tu vois débarquer dans une haie comme ça de joie, de chant, de guitare en bas, des gamins qui pourraient être mon fils, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Je me suis dit, mais ils vont à la guerre. Non, mais parce que c'est tous ces jeunes, et il y en a plein qui sont morts, plein. Voilà. Et donc, ils étaient là d'une espèce de nationalisme, de patriotisme, on va défendre notre terre, on va défendre notre pays. Et c'est là que tu décides de rester. C'est là que je décide de rester. Non, parce que dans ce groupe de gens qui arrivaient, il y avait aussi quelqu'un, mon gendre, enfin le père de ma petite fille, qui allait être là et qui allait protéger la petite. À partir du moment où elle était protégée dans un appartement avec un mamad, voilà, moi je pouvais aller travailler et voilà. Et donc tu recommences à travailler tout de suite, très vite, tu t'approches des otages, et tu vois tout de suite et tu vois assez vite comment. Et d'ailleurs ça scande ton livre, ce retour régulier de place des otages où tu vois comment ça se forme, comment les gens arrivent, comment les groupes se forment, comment ces familles, tu vois, c'est affreux parce que c'est des scènes épouvantables qu'on lit dans ton livre, qu'on a vues, mais qu'on relit et tu les suis tout le temps. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, déchiré, abîmé dans cet océan et je te cite, d'atroces, d'horribles, de monstrueux et parfois de sublimes? Alors, la place des otages, elle s'est constituée assez naturellement. C'est-à-dire qu'il y a un agriculteur de Kfar Aza dont la femme et les 3 gosses ont été capturés, vraiment comme des bêtes, les papillons comme ça. Voilà. Lui, il a mis sa chaise en bas de la Kyria, il a dit « je ne bouge pas ». Tant qu'il ne se passe pas quelque chose. Et assez vite, il a fédéré beaucoup de gens, c'est devenu une masse. Cette masse, elle s'est déplacée sur le parvis du musée d'art de Tel Aviv. Je l'explique, qui est un lieu où il y a toujours eu des manifestations. Toujours, toujours, toujours. Il y a du monde, il y a des cris, il y a des gens. Parfois, il y avait 1000, 2000, 300 000, 500 000 personnes. Et puis parfois, il y avait des petits groupes quand il pleuvait, tu vois, et qui criaient le jeudi soir. Voilà. Ce qui m'a le plus bouleversée, c'est qu'une fois que tout le monde se disperse, tu vois un père ou une mère ou un fils ou un neveu ou un grand-père, il part tout seul avec la photo de celui qui est dans les tunnels à Gaza et il retourne à son quotidien. Il n'est plus avec nous. Alors évidemment, le pays est derrière eux. Évidemment qu'il y a des portraits d'eux dans tout le pays, qu'on parle d'eux à la radio, qu'on parle d'eux dans les journaux, tout le temps, et même encore maintenant. Mais c'est ça, je me suis dit, ils vont rentrer, ils vont dormir, il va manquer quelqu'un dans la maison. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée, parce que tu as envie de courir et leur dire, de les enlacer. J'ai vu ça sur plusieurs places, pas que sur la place des otages. Et un autre lieu qui m'a mis par terre, d'autant qu'il y avait des roquettes qui tombaient, c'était à la Shoura. C'est ça, alors explique la Shoura. La Shoura, c'est des centres d'identification, on va dire des morgues, si tu veux. Et c'est un lieu qui a été fait comme ça assez rapidement. Il y avait des hangars avec des. Alors j'ai pas voulu rentrer. Je n'ai pas voulu rentrer. J'ai rencontré un des responsables de ce lieu, ce qui est une masse, un policier vraiment, ce qu'on dit en hébreu le gever, l'homme, tu vois, et les galettes,
il pleurait comme une madeleine. On était au 5e, 6e jour. Il y avait des corps et des corps et des bouts de corps qui arrivaient comme ça, il pleurait. Je n'ai pas voulu rentrer. La Shoah, c'est le lieu où on identifie, on essaie de matcher l'ADN avec un corps. Et donc, avant d'entrer là, tu avais une file d'attente, il y avait des centaines de voitures garées n'importe où, au milieu de nulle part, et des mères, des pères, des familles, mais des juifs, des voilés, des religieux, des noirs, des blancs, enfin, tu vois, il y avait tout le pays qui était là, avec des petits objets qui voulaient entrer pour voir si, tu vois, la brosse à dents de leur fils, ou là, le t-shirt à la Nova, essentiellement, au Nova Festival, si ça matchait avec les sacs, ces sacs blancs que j'ai vus derrière, voilà. Et c'est des scènes épouvantables, et tout ça, il y a eu des alertes, il y avait un abri dans lequel j'ai pas voulu rentrer parce que il y a quelque chose de morbide, tu sais. Tu vois là, à Pessar, quand on raconte la mort des premiers-nés, le nuage, tu vois, qui se transmet comme ça, qui arrive, la mort qui se propage partout, c'était ça dans le pays. Il y avait la mort, était partout. Et moi, je me suis dit, je vais me retrouver dans cette pièce-là, je ne peux pas. Donc je suis restée dehors, et c'est là où il y a une alerte, je me suis couchée par terre, et il y a un soldat qui m'a protégée. Non, il y avait des moments... Et tu es allée à Berry aussi, et tu as dit, tu dis, si on ne voit pas ce que j'ai vu, on ne le croit pas. Il faut vraiment y aller pour le croire, il faut vraiment aller dans les kibboutz, ça ne va pour croire. Je voulais pas voir le film, ce fameux film, parce que je voulais pas. Déjà, nous, là-bas, on a plongé tout le temps dans ça, dans ce chaos et dans cette mort. Donc je ne voulais pas voir le film. Donc je vais à Berry. Berry, c'est particulier parce que c'est organisé par le comité des otages, donc c'est très structuré. Il y avait des groupes de journalistes, et si tu veux, cette meute-là, finalement, elle ramène un peu de vie, tu vois. Tu pousses, laisse-moi passer, il y a mon micro. Enfin bon, il y a cette espèce de vie épouvantable qui revient. Mais une fois que tu vois les maisons dévastées, tu vois tout était brûlé. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une maison entièrement brûlée. Et là, il passe en boucle le film. Et je me suis retrouvée là, et je me suis retrouvée à voir 9 minutes du film. Et même le fameux film qui a été présenté partout. Donc, et je mettais ma main comme ça, et tu ouvrais les yeux, et je voyais des horreurs, voilà. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, il faut voir ce film, parce que nous, on sait, mais vous, en France, dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne, partout voilà, il faut le voir pour le croire. Et il y a un article qui est sorti dans le Parisien le lendemain, et je suis en photo dans cet article sur le web, et je suis, dévastée, parce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer. On connaît les horreurs, mais là, tu vois des scènes abominables de gens brûlés, décimés, fracassés à coups de pelle. On voit ces scènes, on les connaît, on les a décrites. Et pourtant, on voit les viols, on sait qu'il y a eu des viols, on sait qu'il y a eu des viols post-mortem, on sait qu'il y a eu des horreurs absolument épouvantables. Pourtant, les féministes du monde entier, à commencer par la France, ne veulent pas croire, ferment les yeux, me too unless you are a Jew, etc. Comment t'as réagi avec cette espèce de négationnisme terrifiant? Et comment réagissent les Israéliens? Est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce que c'est une douleur pour eux? Non, c'est un trauma. Je le dis dans le livre. Moi, au début, c'est ce que je dis au tout début. C'était une attaque anti-israélienne, anti-juive, bien sûr, mais tout le pays a été touché. Donc, je n'ai pas, au début, fait la différence entre les hommes et les femmes. Assez rapidement, cette réalité s'est imposée. Maintenant, il y a une espèce de loi tacite en Israël, si tu veux, tout ce qui concerne... voilà, les crimes sexuels, on n'en parle pas. Mais assez vite, ça a commencé à sortir. Assez vite, on a commencé à avoir pas des témoignages, mais des informations sur ces crimes sexuels. On a commencé à voir les images, parce que sur Telegram, il y a des images. On a vu, par exemple, cette jeune femme qui a été prise, elle s'est débattue toute seule, elle est contre 3 terroristes. Amit Soussana, qui d'ailleurs a témoigné qui a été la première à parler. Oui, et justement, sur elle, tu dis, elle est désormais marquée au fer rouge, et c'est étonnant, dans un pays comme Israël, qui est un pays théoriquement où l'égalité entre les hommes et les femmes règne, où cette femme qui dit, j'ai été agressée sexuellement. C'est tout petit. Donc après, tu ne deviens que ça. Mais cette femme, elle était exceptionnelle d'avoir parlé. Au début, il y a une femme en Israël qui a monté une association pour le droit des femmes, contre les crimes sexuels. Mais bien avant le 7 octobre, parce qu'Israël est un pays comme les autres, il y a aussi des crimes et des violences sexuelles et conjugales. Orit Soulitseanu, que j'ai rencontré. Et avec Orit, on a commencé à évoquer ça. Et puis ensuite, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui est venue en Israël, qui s'appelle Céline Bardet, qui a monté une association qui s'appelle Women Are Not Weapons of War.
Et elle est venue enquêter. Mais pendant ce temps, l'ONU, zéro, personne n'en parlait. Et il a fallu attendre mars, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois pour que Ramit Praten, tu sais, la dame de la commissaire à l'ONU, de la commission d'enquête des femmes, aille et publie un rapport qu'on peut lire et qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Il est fort raisonnable de penser qu'il y a des crimes. Et le rapport de Céline Bardet sort bientôt. Voilà. Alors maintenant, les femmes en France et dans le monde, moi, j'étais pas là. Donc, je m'interroge dans le livre. Donc, moi, dans mon livre, je ne parle que de ce que j'ai vu. Oui, absolument. Donc, je ne sais pas. J'ai des amis, évidemment, vous y étiez toutes dans ces manifs-là. J'ai vu que vous avez été exfiltrées, protégées, séparées. Et effectivement, je me pose la question, je dis, mais l'intersectionnalité, enfin, je ne sais pas, nous on s'est battus, nous les femmes, on a été à SOS Racisme, je me suis battue pour les Noirs et les Arabes, je me suis battue pour les femmes, je me suis battue pour eux. Comment, maintenant, ces femmes-là, elles ne veulent pas de nous? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, quoi, on est israélienne? On est juive? C'est perçu comment en Israël, ça, cette ségrégation? Je peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les femmes, elles sont très actives, elles se battent. Il y a des mouvements, il y a par exemple des manifestations en bas de l'appartement de la responsable de la Croix-Rouge tous les mardis soirs à Jaffa, si tu veux. Et là, il y a des femmes et des hommes qui viennent. Donc, elles continuent de militer. Maintenant, est-ce qu'elles se posent la question de savoir comment le féminisme en Europe est perçu par rapport au judaïsme? Ils se posent tous la question de savoir comment se fait-il qu'ils ne comprennent rien. Moi, j'ai l'impression vraiment que le monde est vraiment à une crise de déraison, mais vraiment de déraison. Je le vois depuis que je suis en France. Les gens n'ont rien compris. Ou ne veulent pas comprendre. Non, mais je ne comprends pas comment l'intelligence est absente. Tout simplement l'intelligence. Et je me dis, mais en fait, c'est ça l'humain, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu finis par ne plus comprendre, ne plus chercher à comprendre, et tu finis par t'engager dans des mouvements de foule, et ça amène à ce que l'on sert. Tu dis justement que c'est un pays fatigant et que le chaos, c'est l'ADN de ce pays. C'est toujours ça, c'est ce qui t'a paru le plus... Et quand on s'enfonce dans ton livre, quand on avance dans ton livre, on a ce poids, justement, ce balagan, ce chaos, quelque chose... Tu dis, c'est une dinguerie, c'est extrêmement fatigant, je suis fatiguée. Pour cela, tout cela pour n'être qu'entre-juifs dans un État juif, sortir avec une Magen David énorme sans se faire agresser. C'est ça aussi pour toi, Israël, cette espèce d'endroit de dingue où quand même quand t'es juif, une espèce de sentiment de sécurité malgré tout. Oui. C'est la terre des juifs, pour tout le monde. Pour les Druzes, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les bédouins, pour tout le monde. Mais c'est l'État juif, l'État des juifs pour tout le monde, c'est ce qu'elle dit. Et c'est là où tu es en sécurité, malgré tout. Alors, ça a été un trauma absolu, le 7 octobre. Tu sais, la dernière émission Culture, parce que tu parlais de culture, elle était consacrée à un documentaire sur une attaque à Kiryat Shmona en 74 où des terroristes de l'OLP sont venus, ils voulaient tuer des gosses dans une école, l'école était fermée, ils sont rentrés dans un immeuble, ils ont tué 10 personnes. Et moi, je faisais une émission sur le doc avec la réalisatrice, avec Iris, qui était là, qui avait perdu sa maman ce jour-là, et ses 2 frères. Et on a terminé l'émission, Iris, elle souriait, je me suis dit, quelle résilience, t'as perdu ta mère et tes frères, et même... Et tu continues de vivre, tu vois, je suis scotchée. Et l'émission se termine, on dit, oh là là, plus jamais ça, c'était il y a longtemps, maintenant on est protégés, on est chez nous. Et le lendemain, à 6h30 du matin, il s'est passé ça. Donc, voilà. Maintenant, je vois ce qui se passe dans les autres pays. Je vois ce qu'ont vécu les gens ici. Oui, c'est en Israël que ça se passe. Si tu veux te protéger quand même en tant que juif, voilà. Mais c'est un pays fatigant, très fatigant. Tu parles de résilience et on a l'impression, tu le dis, beaucoup de gens qui viennent le disent, que c'est absolument incroyable. À la fois, c'est un pays totalement traumatisé, en deuil, à vif, et en même temps, il y a une énergie, c'est absolument incroyable. J'ai réfléchi à ça. Je me dis, mais d'où ça vient? Parce que moi, je suis française. Je suis née en France, j'ai grandi en France, un pays qui n'est pas en guerre. Ok, d'accord, on est parti d'Algérie en 62, mais enfin, c'est pas. Peut-être que c'est un gros trauma, je sais pas. Mais je sais pas comment ils font. Je sais pas comment, quand tu vas à Azrieli, le centre commercial, le jeudi soir, tu vas à la manif, après il y a une énergie folle, les restaurants sont pleins. Alors à Tel Aviv et Jérusalem, maintenant c'est vrai qu'à Lod ou à Ramleh ou à Rishon LeZion, je ne sais pas. Et pourtant je connais bien le pays, je l'ai arpenté beaucoup parce qu'encore une fois j'ai été en Israël pour écrire un guide, notamment voilà. Donc je ne sais pas comment ils font. Et j'en suis arrivée, tu vois, comme je dis dans le livre, almost, tu vois, c'est un pays qui est presque
presque en sécurité, presque joyeux, presque quelque chose. Presque normal. Ouais, presque normal. J'en suis arrivée à une espèce de notion de l'umami. Tu vois, ce nouveau goût qu'ont inventé les Japonais. C'est pas sucré, c'est pas salé, c'est pas acide, c'est pas amer. C'est l'umami, c'est une tangente comme ça. Eh ben, en Israël, il y a l'umami de l'existence. C'est-à-dire que c'est la joie et c'est la mort. C'est depuis 4000 ans ou 76 ans la menace permanente. Et ils sont là-dedans, dans cette espèce de tangente-là, dans une espèce de... C'est pas un goût, c'est un état. C'est stupéfiant à voir et à comprendre. Et tu es dans cet état aussi ou tu sais... Ben là, pour l'instant, je suis à Paris, donc je vis à Paris. Mais quand tu es là-bas, oui, c'est-à-dire que c'est ce que j'écris quand je parle des guetteuses. Tu vois, j'étais en train d'écrire sur les guetteuses. Il y avait une fête phénoménale. Les guetteuses, explique. C'est les petites guetteuses. Il y en a une qui a été libérée. Les soldats qui ont averti ouais, et qui n'ont pas été crus. Elles n'ont pas été entendues. Il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont mortes, les malheureuses. Elles sont à des postes d'observation. Il y en a une, Orit Megidish, qui a été sauvée par l'armée. Et les autres, Nahama et toutes les autres, elles sont encore séquestrées à Gaza. Donc j'écrivais, j'essayais de trouver leur parcours, de voir leurs photos. Je voyais leurs photos, c'était hyper émouvant. Et pendant que je parlais de ces jeunes femmes qui ont prévenu leurs supérieurs, mais il se passe des choses, regardez, il se passe des choses. Il y avait une fête phénoménale dans mon immeuble. Mais quand je dis phénoménale, c'était dingue, la musique à fond, etc. J'avais ça, cette umami, c'est-à-dire il y avait à la fois le mal absolu, la terreur, l'injustice aussi, bien sûr, mais la douleur, parce que le Hamas, c'est vraiment des animaux qui balancent des vidéos sur un Telegram et on a accès à des vidéos. Donc, ils ont envoyé des vidéos de ces malheureuses jeunes filles, le visage tuméfié, tu vois, la photo quand elles sont là à l'armée ou quand elles ont fait leur diplôme et tu les vois. Et donc, il y avait ces vidéos-là, cette espèce d'horreur absolue, ces pauvres petites gamines de 19 ans et une fête dans l'immeuble avec des jeunes qui dansaient. Enfin, voilà, c'est ça l'umami de cette existence, c'est de vivre avec tout ça en même temps. Et quand même, tu écris « Je dois arrêter ce livre pour préserver ma santé mentale ». Ça a dû être éprouvant cette année pour toi. Oui. C'était dur. Oui, c'était dur. Oui, c'est difficile parce que, oui, c'était très dur. Difficile. Et encore, ma petite fille est là, ma fille est là. Mon voisin est mort. Mon voisin, je l'ai croisé, je le raconte. Tu vois, un jour, je le croise, il est mort. Il a laissé sa femme qui est enceinte. Il dira, tu vois, jamais son enfant. Alexander, un des 6 otages qui a été abattu par le Hamas, là, il n'y a pas longtemps, c'est une bascule. Sa femme était enceinte. Le petit verra jamais son père. Sa femme, tu comprends, donc c'est dur tous les jours avec ça, tous les jours. Oui, c'était dur. Et encore, moi, je suis quand même épargnée. Et tu conclus par ces mots très beaux. J'appartiens à un peuple blessé, mais vivant. C'est optimiste aussi. Oui. C'est l'umami, je te dis, c'est ça, c'est vivant et blessé. Et si tu vas en Israël demain, après-demain, tu vas voir, ça ne s'arrête pas. Bon, après, il y a toute la question politique, mais le peuple, il est blessé, il est divisé, il est chaotique, il pleure, mais il est quand même entier, à l'intérieur de ce cyclone, entier, solidaire, derrière ses otages, derrière son État. Tu noteras qu'ils ne sont pas partis. Ils sont là, ils continuent de se battre, que ce soit les types les plus à l'extrême gauche, comme évidemment de l'autre côté de l'échiquier politique. Ils sont là. Merci Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup.